Oral questions, questions orales. The honourable... La députée de Elgin, St. Thomas, London Sud. Merci, Monsieur le Président. Il est temps. Encore une fois, tous les leaders du G7 sont réunis et notre premier ministre, en allant à dire, en fait, il est le seul à avoir dirigé son pays vers une récession. En fait, il est le seul chef du G20 à avoir fait cela. Le Canada est en récession, mais c'est une façon de mesurer la façon dont les choses vont pour les Canadiens. Nous avons des familles qui vivent dans des campagnes, nous avons des gens qui vivent au Tim Hortons parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Et nous avons les banques alimentaires qui n'ont jamais eu autant de clients. Si c'est le mieux qu'ils puissent faire, je n'ose pas imaginer le contraire. Monsieur le Président, le G20 se termine en France. Je sais que les Canadiens sont fiers d'être représentés par le premier ministre sur la scène internationale. Il reviendra avec 13, je dis bien 13 ententes qui vont générer 5 milliards de dollars d'investissement dans notre pays. De nouveaux contrats pour les minéraux critiques, de nouveaux contrats pour la défense canadienne. Ça fait partie de nouveaux partenariats pour construire un Canada plus fort et plus indépendant. Le député de Elgin, St. Thomas, London Sud. Un instant. Je demanderai au député de recommencer. Le député de Elgin, St. Thomas, London Sud. Merci, Monsieur le Président. Nous avons entendu les annonces du premier ministre auparavant, mais nous n'avons pas eu d'action. Le premier ministre se déplace partout, mais n'a pas encore de nouvelle entente de libre-échange. Et même l'annonce de la surveillance d'hier n'entrera pas en vigueur avant 2028. C'est donc une autre annonce qui ne donne pas de résultats aux Canadiens. Parmi les gens qui fréquentent les banques alimentaires, un tiers sont des enfants. Quand le premier ministre va-t-il changer de cap et cesser de diriger les Canadiens vers les banques alimentaires? Le ministre des Finances, Monsieur le Président, les conservateurs font des vidéos, mais nous, notre premier ministre, conclut des ententes. On parle de 13 ententes, 5 milliards de dollars. C'est une question de leadership. Monsieur le Président, nous construisons l'économie la plus forte du G7. Nous avons des exportations vers l'étranger. Nous avons des niveaux records d'investissement étranger direct. Nous continuons à nous battre pour les Canadiens. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, le premier ministre a affirmé que le coût de la vie est à son meilleur depuis des décennies, mais j'ai une petite nouvelle pour lui. Nous sommes en récession. Avec mes collègues conservateurs, j'ai parcouru le Québec la semaine dernière pour entendre des entrepreneurs. En Beauce, en Bellechasse, dans le bas du fleuve, au Saguenay et à Québec, le constat est toujours le même. Les investissements sont reportés, les projets d'expansion suspendus et certaines entreprises transfèrent leur activité ailleurs qu'au Canada. Le premier ministre comprend-il que son pire échec est d'avoir créé un climat où les entreprises préfèrent aller produire ailleurs qu'au pays? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, mon collègue va être content d'apprendre que l'économie canadienne est la deuxième économie avec la plus forte croissance du G7, Monsieur le Président. Non seulement on voit de la croissance, mais on voit des investissements. Prenez Bombardier, Monsieur le Président. L'industrie aérospatiale au Québec est florissante, Monsieur le Président. On a toujours été là pour défendre nos industries. On a toujours été là pour défendre nos travailleurs. On va bâtir ensemble l'économie la plus résiliente du G7. Et, Monsieur le Président, j'espère qu'un jour, les conservateurs vont se lever justement pour féliciter nos entrepreneurs, nos entreprises, nos travailleurs. De ce côté-ci de la Chambre, on va le faire à tous les jours, Monsieur le Président. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, je pense que le ministre des Finances n'est pas dans la même réalité que nous autres, parce que ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on a constaté, c'est que ça ne marche pas du tout. En plus de ça, un sondage qui révèle que 60 des Canadiens vivent avec de l'anxiété parce qu'ils manquent d'argent et ils ne savent pas comment que ça va aller. Nos entrepreneurs aussi, je l'ai dit en première question, ils ont arrêté leur investissement. Puis ceux qui sont déjà aux États-Unis, ils envoient toute la business là-bas, perte d'emploi au Canada. C'est où la bonne nouvelle là-dedans? Et où la bonne nouvelle? Tout est arrêté, il n'y a rien qui avance. Est-ce que le premier ministre comprend ça? Bravo! Le ministre. Monsieur le Président, ce qu'on voit encore des conservateurs, c'est de parler contre l'économie canadienne. Monsieur le Président, de ce côté-ci, on est fiers. Fiers d'avoir les travailleurs les plus qualifiés au monde. Fiers d'avoir une industrie automobile, une industrie maritime, une industrie de l'aérospatiale. Fiers d'avoir des
des minéraux critiques pour le 21e siècle. Fier d'avoir de l'énergie en abondance, Monsieur le Président, l'énergie renouvelable, l'énergie nucléaire, Monsieur le Président, et être le seul pays du G7 à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Monsieur le Président, de ce côté-ci, on va continuer d'appuyer nos entrepreneurs, nos travailleurs et être fiers de l'économie canadienne. The honourable member for... Le député de Vaughan Woodbridge, le premier ministre a déclaré que le pouvoir d'achat n'avait jamais été aussi bon depuis une décennie, mais des gens vivent dans des campeurs parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement. Les familles consacrent 120 % de leurs revenus au loyer et à l'épicerie. Les gens doivent renoncer à des chirurgies simplement pour survivre. Ce sont les dépenses inflationnistes qui ont provoqué cette récession. Ce ne sont pas les forces mondiales, ce sont les choix des libéraux. Ce premier ministre va-t-il revenir sur ces politiques coûteuses qui ont provoqué cette crise afin que les Canadiens puissent à nouveau vivre normalement? L'honorable ministre. Monsieur le Président, la question est de savoir quand les conservateurs vont voter pour les mesures qui aident les Canadiens. Une famille peut épargner jusqu'à 13 000 $ par enfant par année. C'est ce qui aide les gens à pouvoir aller travailler et garder leurs bons emplois. Mais de l'autre côté, ils ne comprennent pas comment l'économie fonctionne. De ce côté-ci, nous faisons tout pour que les familles, les travailleurs, les gens qui entrent sur le marché de l'emploi aient les soutiens nécessaires. Peut-être qu'ils devraient nous aider. Le député de Vaughan Woodbridge. Monsieur le Président, on ne peut pas inventer ça. Le premier ministre a déclaré que le pouvoir d'achat n'avait jamais été aussi bon depuis une décennie. Puis les ministres libéraux se sont levés pour s'attribuer le mérite de programmes visant à réparer les dégâts qu'ils ont eux-mêmes causés. Le projet de loi sur la surveillance n'entrera pas en vigueur avant 2028. Des millions de Canadiens n'ont pas les moyens de se nourrir. Le premier ministre a dépensé près d'1 million de dollars en restauration à bord d'avions aux frais du contribuable. Quand ce premier ministre cessera-t-il de faire payer aux Canadiens la crise qu'il a provoquée, la récession dont il est responsable et un repas qu'il a ajouté à leur facture? L'honorable ministre, Monsieur le Président, je sais que les députés ne veulent pas nous aider à construire le Canada, mais parlons des gens qui veulent nous aider à construire le Canada. Aujourd'hui, nous avons annoncé 5 milliards de dollars d'investissement du Japon qui veut nous aider, l'Italie qui veut nous aider, le Danemark qui veut nous aider, l'Allemagne qui veut nous aider, les Pays-Bas qui veulent nous aider, la France qui veut nous aider, le Portugal qui veut nous aider. Pourquoi n'essayent-ils pas de nous aider eux aussi? L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, les libéraux confondent la majorité parlementaire avec le droit de faire tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est bâillon après bâillon, ce qui est d'autant plus curieux que leurs projets de loi sont assurés de passer. Hier, c'était C-30 qui permet de réautoriser les pesticides interdits. Aujourd'hui, c'est C-22 qui autorise la surveillance abusive des citoyens. Ça s'ajoute à toutes les autres lois comme C-5 où le premier ministre se donne le pouvoir de contourner les lois. Si les libéraux veulent procéder par bâillon si rapidement, c'est-tu pour éviter que le public réalise l'ampleur de tous leurs abus de pouvoir? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, ce que les Québécois et les Canadiens constatent, c'est qu'on a énormément de choses à faire, Monsieur le Président. Moi, je suis content de parler du projet de loi C-30, un projet de loi qui va aider les familles, qui va aider les travailleurs, qui a des mesures importantes, Monsieur le Président, pour faire avancer l'économie canadienne. Et je suis convaincu que nos collègues du Bloc québécois veulent participer justement à construire un Québec plus prospère, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, on va toujours se lever, on est toujours prêt à travailler et on va faire ensemble avancer l'économie du pays et l'économie du Québec ensemble, Monsieur le Président. Exactement. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le premier ministre méprise le travail parlementaire. Il fait passer des lois abusives par bâillon. Il concentre tous les pouvoirs entre les mains du cabinet. Il s'en sert pour déréglementer au profit d'entreprises principalement américaines ou pour suspendre l'application des lois. Il dit à l'international vouloir faire une alliance des puissances moyennes contre Donald Trump, mais dans la vraie vie, il fait concession après concession au président américain. Les libéraux ont promis aux Québécois un banquier vert. Ils ont promis un homme fort face à Washington. Comment ça se fait qu'on aboutit avec ni un ni l'autre? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis à écouter le Bloc québécois, c'est sans surprise que les Québécois ont fait le choix judicieux d'envoyer 44 députés du Québec de ce côté-ci de la Chambre
qui sont résolument axés sur le développement de notre économie tout en protégeant notre environnement. Des idéalistes, des pragmatiques qui sont capables de bâtir en unifiant l'économie canadienne, comme on le fait, Monsieur le Président, en bâtissant comme à contre-cœur, comme au port de Québec, comme avec le projet TGV, Monsieur le Président, entre Québec et Toronto. Pour le Bloc québécois et pour leur maison mère à Québec, on le sait, ils nous garderaient 30 ans en arrière, comme si le Québec indépendant n'aurait pas besoin d'être lié à son principal partenaire économique, l'Ontario. Pour reprendre les mots d'un intellectuel péquiste, c'est désolant de... L'honorable député de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntington. Monsieur le Président, ce gouvernement sabre la démocratie avec le bâillon de C-22. Ils ont beau être majoritaires, l'intégrité commande de ne pas faire passer sans étude une loi qui autorise la surveillance de tous les citoyens, la saisie des données sans autorisation et le traçage des téléphones. En plus, ils poussent l'odieux dans leur bâillon jusqu'à ajouter une date rétroactive pour le dépôt d'amendements. Ça donne-tu bien, hein? C'est le moment où leurs députés ont déposé les leurs. C'est un délit d'initié parlementaire absolument condamnable. Est-ce qu'ils vont cesser cette dérive autoritaire? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le Bloc québécois devrait savoir que les Québécois sont tout aussi préoccupés par le crime, les crimes de coercion, les crimes de pornographie juvénile. Depuis belle lurette, les forces de l'ordre, les policiers, les corps policiers de nos villes au Québec nous demandent d'avoir les outils nécessaires pour appréhender et pour arrêter et empêcher ce genre de crime. Le Bloc québécois est contre ces mesures, mais le gouvernement est résolu. Nous allons combattre le crime tant au Québec qu'ailleurs, Monsieur le Président. Le député de Mission-Matsqui, Abbotsford. Merci, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, nous sommes extrêmement inquiets. Statistique Canada a indiqué le 29 mai que les investissements en capital des entreprises ont reculé de 0,7 au premier trimestre de 2026, ce qui représente la 5e baisse trimestrielle consécutive. Après des années de politiques qui ont mis les propriétaires de petites entreprises en difficulté, ces libéraux vont-ils changer de cap pour permettre aux entreprises de se développer? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, le ministre des Finances n'est pas le seul à avoir de bonnes nouvelles. Le premier ministre aujourd'hui a annoncé 5 milliards de dollars de nouveaux investissements au pays. Du Japon, de l'Italie, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la France, du Portugal. Nous nous concentrons sur la venue de capitaux au pays, des investissements au pays pour créer des emplois. Eux, ils ne font que dénigrer le Canada. Le député de Mission-Matsqui à Abbotsford. Monsieur le Président, le député libéral d'Eglinton Lawrence a harcelé la FCEI pour savoir pourquoi les programmes de son propre gouvernement ne parvenaient pas aux petites entreprises. La FCEI affirme que 3 entrepreneurs sur 4 ne se sentent pas soutenus par ce gouvernement et que beaucoup d'entre eux ne se lanceraient pas dans la création d'entreprises aujourd'hui. Pourquoi le gouvernement ne réduit-il pas les coûts et ne donne-t-il pas aux petites entreprises une véritable chance d'être compétitives? Le ministre des Femmes et de l'égalité des genres. Les investissements des petites entreprises est en hausse de 10 %. Notre gouvernement a réduit les obstacles entre les provinces. Ainsi, les marchandises peuvent circuler au pays. Nous avons aussi diversifié le commerce. Nous veillons à pouvoir obtenir des investissements. On en a parlé aujourd'hui. Vous savez qui va en profiter? Les PME. Et avec notre politique achetée canadien, des occasions seront créées afin que les PME puissent en profiter. Nous avons investi 60 millions de dollars pour un programme d'approvisionnement auprès des PME. Député de Beauce. Monsieur le Président, selon la FCEI, les PME canadiennes et les entrepreneurs sont encore oubliés par le gouvernement libéral. En Beauce, nos entreprises n'ont pas besoin d'annonces vides. Ils ont besoin d'un gouvernement qui se tient debout pour nos entreprises. Ça fait 10 ans que les politiques libérales nous tirent vers le bas. Monsieur le Président, le Canada ne peut pas avoir une économie solide si nos PME n'investissent pas chez nous. Est-ce que le gouvernement réalise qu'il est lui-même le principal frein à l'investissement au Canada? L'honorable secrétaire d'État à la Nature. Monsieur le Président, la chaire en fiscalité et en finances publiques nous apprend aujourd'hui que le Canada est résilient malgré tout. Effectivement, le Québec est profondément affecté par la guerre tarifaire avec les États-Unis, mais on a réussi à pivoter. On a
réussi à remplacer nos exportations aux États-Unis vers d'autres pays de l'Europe. Et c'est vrai aussi pour le Québec. Donc, nos entreprises se sont pris en main. Ils ont pris les opportunités qu'on leur a données et elles se développent. C'est une bonne nouvelle, ça, Monsieur le Président. Député de Beauce. Monsieur le Président, selon la FCEI, 4 entreprises sur 10 affirment que l'incertitude économique et surtout politique stoppe les investissements dans notre pays. En Beauce, nous avons la chance d'avoir des compagnies extraordinaires comme Beauce Atlas, Bois-Hamel, qui créent de l'emploi, qui investissent dans nos communautés et qui sont des créateurs de richesses dans nos régions. Mais depuis 10 ans libéral, avec les déficits monstres, l'instabilité et surtout le manque de leadership, ça met un frein aux investissements au Canada. Monsieur le Président, est-ce que les libéraux savent qu'ils font partie du problème des entreprises canadiennes? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, le manque de leadership, là, ça fait au moins 2 ans que les Canadiens cherchent le plan économique du Parti conservateur. Personne n'a encore trouvé, Monsieur le Président, introuvable. De ce côté-ci de la Chambre, je l'invite à regarder, par exemple, dans le budget 2025, la superdéduction, l'amortissement accéléré pour inviter, encourager les entreprises à investir, à augmenter la productivité. C'est exactement l'agenda de notre gouvernement. Et c'est pas seulement ça, Monsieur le Président, c'est diversifier nos marchés. Et aujourd'hui, comme le disait ma collègue, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a augmenté nos exportations vers l'Union européenne de 23 % vers le Royaume-Uni de 62 %, puis on investit dans nos infrastructures, que ce soit le port de Québec, le port de Montréal, Monsieur le Président, pour être plus productif partout au pays. La députée de Kildonan-Saint-Paul, malgré les grandes promesses du premier ministre d'apporter un changement générationnel et d'avancer à un rythme sans précédent, le pilier de notre économie, nos petites entreprises, peinent à survivre sous le régime de dépenses du gouvernement libéral. Plus de la moitié des petites entreprises ont déclaré qu'elles ne recommanderaient pas de créer une entreprise aujourd'hui au Canada. C'est catastrophique. Après une décennie de gouvernement libéral, le Canada est devenu un endroit peu propice aux affaires. Et sous ce premier ministre, la situation ne s'améliore pas. Quand ces libéraux mettront-ils fin à leur politique néfaste afin que les entreprises puissent enfin aller de l'avant? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous faisons face à des difficultés, mais le Canada fonctionne d'une position de force. Notre économie continue de mieux réussir que l'économie de beaucoup d'autres pays. Nous avons obtenu 20 nouveaux partenariats économiques. Grâce au premier ministre, nous avons 30 nouvelles ententes. Cela va aider les petites entreprises. Ça va renforcer les chaînes d'approvisionnement et ça va faire en sorte que les petites entreprises pourront bénéficier de nouveaux débouchés. Nous allons continuer à être là pour les petites entreprises et nous allons leur offrir du soutien aux besoins. La députée de Kildonan-Saint-Paul, elle parle d'une position de force. Selon Statistique Canada, les investissements ont baissé pendant 5 trimestres de suite. L'entrepreneuriat est à son plus bas en 25 ans et nous sommes maintenant en récession. Ce sont les résultats dévastateurs avec ce premier ministre libéral. C'est son bilan, Monsieur le Président. Et les Canadiens sont ceux qui doivent en payer le prix. Quand vont-ils comprendre que ce sont les politiques libérales qui envoient les gens dans les banques alimentaires, qui causent des pertes d'emploi et qui nous mènent dans une récession? Ils sont responsables, Monsieur le Président. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nous savons que les petites entreprises réussissent bien lorsque les ménages dépensent. C'est pourquoi nous avons créé l'allocation à l'épicerie et aux produits essentiels. Nous avons réduit aussi les taxes et impôts avec des mesures comme la déduction pour la superproductivité. Il est plus facile pour les entreprises d'investir. Nous avons de bonnes approches pendant cette période de tarifs. Nous faisons des investissements dans les petites entreprises et dans les gens qui dépensent auprès des PME. Le député de Calgary-McKnight. Selon la FCEI, 3 entreprises sur 4 ne se sentent pas soutenues par le gouvernement et plus de la moitié ne recommanderaient pas de commencer une entreprise au Canada. Mais les libéraux continuent de punir les petites entreprises avec la paperasserie. 4 000 restaurants canadiens risquent de fermer cette année en raison de la hausse des coûts et des impôts. Les conservateurs ont un plan visant à réduire les impôts et les formalités administratives afin de permettre aux petites entreprises de poursuivre leurs activités. Les libéraux vont-ils revenir sur leur politique afin que les entreprises puissent prospérer? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, j'ai eu le privilège, en fait, de diriger des petites entreprises. Pas comme le chef conservateur qui n'a pas travaillé un jour à l'extérieur de cette Chambre. Parfois,
Les petites entreprises font face à des défis. On peut faire deux choses. On peut abandonner et ne rien offrir, pas de solution, ou on peut diriger, on peut pivoter, on peut réinvestir. Monsieur le Président, c'est exactement ce que nous faisons de ce côté-ci de la Chambre. Eux, ils n'ont rien à offrir, sauf des conférences de presse dans les stationnements. Député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Monsieur le Président, pour la première fois de l'histoire récente, plus de 100 personnes sont mortes l'an dernier sur nos routes dans des accidents de camions poids lourds. 102 victimes. C'est presque 20 de plus que la moyenne des 5 dernières années. Qu'est-ce qui a changé dernièrement qui pourrait expliquer ça? Ben oui, les chauffeurs à rabais. Le fédéral tolère que des compagnies croches mettent sur la route des chauffeurs dangereux, puis après, ils s'étonnent qu'il y ait des conséquences. On a proposé 10 solutions aux libéraux. Quand est-ce qu'ils vont s'activer au lieu de laisser victimes? Honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, la sécurité routière est évidemment une responsabilité partagée et je suis fier de dire que le gouvernement fédéral a répondu présent, c'est montrer une partie de la solution. Nous avons retiré la possibilité d'avoir un traitement spécial avec l'Agence de Revenu Canada. Nous nous sommes affairés à faire en sorte que ces entreprises-là ne peuvent pas exister illégitimes et nous déployons des inspecteurs également pour s'assurer que le Code du travail est respecté. Maintenant, ce seront les provinces et les autorités policières qui devront assurer la sécurité. L'honorable député de Pierre Boucher, des Patriotes Verchères. Monsieur le Président, faisons le bilan des dernières semaines. Le président du Comité des transports a été l'invité d'honneur du CTOA, un lobby qui défend les chauffeurs à rabais. Les libéraux ont forcé le huis clos au comité pour empêcher qu'on parle des chauffeurs à rabais. Des membres du CTOA ont versé plus que 100 000 $ aux libéraux, dont plus de 20 000 $ d'une entreprise de la circonscription du président du comité. Wow. Puis cette semaine, les libéraux ont refusé une enquête au comité éthique sur les liens entre CTOA et le Parti libéral. Pourquoi est-ce qu'ils protègent leurs amis au lieu de protéger la population? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je tiens à réitérer que le gouvernement a agi, a répondu présent et s'est confirmé par les associations de camionnage de partout au pays, notamment au Québec, Monsieur le Président. C'est une responsabilité partagée. Nous n'employons pas les contrôleurs routiers. La Sûreté du Québec doit continuer de faire son travail. Nous devons avoir des inspections. Nous devons s'assurer que les certifications des chauffeurs soient la bonne et soient valides, Monsieur le Président. C'est là des exemples de responsabilité partagée, mais le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada a répondu présent. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. On arrive à la fin de la session. On va retourner dans nos communautés. Le premier ministre a affirmé, lui, que le coût de la vie est à son meilleur depuis des décennies. La vérité, c'est que le pays est en récession. Et ça, les Canadiens le savent. Les Canadiens savent que l'épicerie a augmenté. Les Canadiens savent que les banques alimentaires débordent. Les Canadiens savent que les loyers sont inabordables à l'aube du 1er juillet. Et ce qu'on sait, c'est qu'on a 48 000 aînés qui attendent encore leur argent avec le système curable, un fiasco libéral. Est-ce que le premier ministre reconnaît l'échec de sa première année de gouvernement? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie. Merci, M. le Président. Les Canadiens savent qu'au mois de mai, on a créé 88 000 emplois. Ouais. Les Canadiens savent qu'au mois de mai, c'était 154 000 emplois à temps plein. Oh. Les Canadiens savent que de ces emplois-là, 27 000, c'était en construction. Oh. Les Canadiens savent que le surplus commercial a augmenté en avril et en mai. Les Canadiens savent, M. le Président, que juste le Premier ministre a annoncé juste hier 5 milliards de contrats avec 13 contrats pour 5 milliards $. L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Monsieur le Président, collègue que j'apprécie particulièrement, comment peut-il m'expliquer que le gouvernement libéral a pu être le seul pays du G20 en récession? Par une multitude de mauvaises décisions, de mauvaise gestion.
Deux dossiers que j'attends toujours des réponses. Dépassement de coûts de Curam, 5 milliards de dépassement de coûts. Location d'un terrain, 200 millions de dollars. Ma question est simple. Quel ministre a été mis au courant? Qui a signé ces contrats? Et finalement, est-ce que le premier ministre va annuler ces mauvaises politiques? Oui. L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, on va continuer. Les Canadiens savent que pendant le temps du Premier ministre Stephen Harper, 5 000 petites entreprises qui ont fermé les portes, Monsieur le Président. Wow. Les Canadiens savent que l'économie canadienne est sous pression qui provient des États-Unis. Non, ce n'est pas une excuse, comme j'ai entendu mes collègues dire, le contexte international, c'est une excuse. Mais voyons donc, quelle excuse? C'est très réel, c'est très concret, c'est une guerre commerciale menée par un partenaire qu'on jugeait fiable et qui ne l'est plus. Nous, le gouvernement, nous aiderons les entreprises à se replacer et nous allons réussir, Monsieur le Président. L'honorable député de Chicoutimi, le Fjord. Monsieur le Président, le premier ministre libéral a affirmé que le coût de la vie n'a jamais été aussi bon. Pourtant, ce n'est pas ce que CBC rapporte. Plus de 15 000 Canadiens ont lancé un GoFundMe pour payer leurs besoins essentiels. Pendant ce temps-là, je ne suis pas certain que le premier ministre se serre bien la ceinture. On parle de près de 2 millions de dépenses en nourriture pour seulement 14 voyages. Tout ça sur le dos des contribuables qui peinent à se nourrir. Est-ce que le premier ministre va annuler ses dépenses inflationnistes pour donner de l'oxygène aux familles canadiennes et québécoises? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, nous voici rendus presque à la ligne d'arrivée de cette session parlementaire, mais un mystère reste entier. Quelle est une dépense inflationniste? Est-ce les soins de santé? Est-ce les soins dentaires? Est-ce que c'est la prestation canadienne pour enfants? Est-ce que c'est l'aide pour la nutrition dans les écoles? Les conservateurs s'éternisent à parler de dépenses inflationnistes, mais ne sont pas capables d'identifier c'est quoi une dépense inflationniste. Quelle est une dépense inflationniste, Monsieur le Président? L'honorable député de New Tecumseh, Gwillimbury. Monsieur le Président, nous savons que les libéraux aiment bien parler à tout le monde et maintenant, plus de 15 000 collectes de fonds ont été lancées dans GoFundMe pour que les gens aient de l'aide à couvrir l'épicerie, payer l'électricité. Ce ne sont pas des tragédies, mais ce sont des gens qui doivent couvrir des coûts habituel. Est-ce que le premier ministre va cesser ces dépenses exagérées pour que les Canadiens puissent arriver? L'honorable ministre de l'Intelligence artificielle. Monsieur le Président, pour nous, c'est difficile de comprendre que le parti de l'opposition vote contre toute l'aide qu'on offre aux Canadiens. Ce mois-ci, les Canadiens vont recevoir la prestation pour l'épicerie et les produits essentiels. Ils ont voté contre. Nous prenons des mesures contre la surveillance des prix pour éviter les escroqueries. Ils pourraient appuyer le projet de loi qui mettra en place ces mesures, mais ils ne le font pas. Pour faire changement, peut-être qu'ils pourraient appuyer des mesures qui aideront les Canadiens plutôt que dénigrer l'économie. L'honorable député de New Tecumseh, Gwillimbury. Si toutes ces politiques libérales fonctionnaient, eh bien, les gens n'auraient pas besoin de quêter sur Internet pour payer leurs factures. Ces programmes n'aident pas des millions de Canadiens qui travaillent à temps plein et qui pourtant peinent à payer l'épicerie. Et ça, c'est à cause de la récession des libéraux. Alors, beaucoup ont recours aux banques alimentaires ou vivent dans un VR, dans un stationnement. Quand vont-ils renverser leur politique qui ne donne aucun choix aux Canadiens? L'honorable ministre de l'Immigration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à mon collègue. Il a déjà posé cette question à maintes reprises et il y a eu une réponse fournie. Le gouvernement se concentre
sur la construction d'une économie forte. Nous avons resserré nos processus en immigration et les derniers chiffres le montrent. La population des travailleurs étrangers temporaires a baissé. La population de non-résidents a diminué de manière consécutive depuis 18 mois. Les chiffres disent ce qu'il en est. Notre plan fonctionne. Et de Hall-Elmer. L'honorable député de Hall-Elmer. Monsieur le Président, le Canada est l'un des plus grands producteurs alimentaires au monde. Or, une trop grande partie de notre production alimentaire est transformée ailleurs et trop de Canadiens dépendent encore des importations et des prix élevés. Les agriculteurs canadiens méritent plus d'options pour vendre leurs produits et les Canadiens méritent plus de choix quant aux endroits où ils achètent leurs aliments. Le ministre des Finances pourrait-il nous informer sur la façon dont la toute première stratégie nationale pour la sécurité alimentaire nous aidera à produire et à transformer davantage d'aliments ici même, au Canada, et ainsi plus d'aliments canadiens sur nos assiettes et plus dans... L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de saluer la question du député de Hall-Elmer, mais aussi pour tout son leadership, Monsieur le Président. Les collègues sont d'accord avec moi. Il a raison. La semaine dernière, on a annoncé la stratégie nationale pour la sécurité alimentaire parce qu'on sait, Monsieur le Président, que la sécurité alimentaire est au cœur des priorités des Canadiens et Canadiennes. Monsieur le Président, des mesures phares qui vont faire plaisir à tout le monde, même les conservateurs. 1 milliard de dollars pour l'infrastructure alimentaire et les terminaux et les centres de distribution. 750 millions de dollars que les Canadiens accèdent davantage de fruits et légumes cultivés toute l'année au pays et des mesures pour accroître la concurrence. Monsieur L'honorable député de Middlesex London. Monsieur le Président, le premier ministre est le seul pays du G7 à avoir mené son pays, le Canada, en récession. Des travailleurs qui travaillent à temps plein doivent vivre dans un VR parce qu'ils ne peuvent pas se payer un logement. Les familles dépensent plus de 120 de leurs revenus pour l'épicerie et le loyer. 2,2 millions de Canadiens ont recours aux banques alimentaires. La récession n'est pas attribuable aux forces mondiales. Elle est attribuable au choix des libéraux. Le premier ministre va-t-il renverser ces politiques coûteuses pour que les Canadiens puissent arriver? L'honorable secrétaire parlementaire. Cette députée a passé 30 minutes dans une vidéo à s'en prendre à Tim Hortons parce qu'ils sont passés à des tasses en papier, ou plutôt des couvercles en papier. Elle parle des politiques libérales. Les politiques libérales se concentrent sur l'économie, sur l'emploi, sur les jeunes, sur les soins dentaires, sur l'assurance médicaments. On s'assure qu'on a un environnement prospère et un bon environnement à donner à nos enfants. L'honorable député de Middlesex, London. L'honorable député de Middlesex, London. Monsieur le Président, les prétentions des libéraux de succès ne sont pas connectées à la réalité. Les Canadiens doivent faire du sociofinancement pour passer à travers la crise du coût de la vie. Le premier ministre, pendant ce temps, se paie des services traiteurs de luxe en vol, dont 175 000 $ de services traiteurs pour un seul vol. On pourrait nourrir une famille de Middlesex London pendant 55 ans avec cette facture. Le premier ministre va-t-il cesser de vivre de manière aussi luxueuse aux frais des contribuables? Va-t-il renverser ces politiques coûteuses pour que les Canadiens puissent payer l'épicerie? L'honorable ministre de la Justice. Quand mes collègues conservateurs voient un Canadien vulnérable, ils voient une possibilité à exploiter. Enfin, la question qui a été posée a déjà obtenu une réponse. Les conservateurs, au cours des dernières semaines, ne parlent plus de sécurité publique. Mais pourtant, nous avons un programme qui est mis en place. La réforme sur la libération sous caution est en place et d'ici la fin de la semaine, nous allons adopter la loi sur la protection des victimes. Nous pouvons équilibrer l'économie, les besoins des familles et la loi. Ne se concentrons pas sur les opportunités politiques seulement. L'honorable député de Regina-Louvain.
Le premier ministre a dit que l'abordabilité est à son meilleur depuis des décennies, mais en réalité, 38 des Canadiens sont confrontés à de l'insécurité alimentaire. 1 sur 5 n'a plus de budget pour payer l'épicerie une fois que le loyer est payé. Le premier ministre va-t-il renverser ces politiques coûteuses qui ont entraîné cette crise pour que les Canadiens puissent subvenir à leurs besoins? L'honorable secrétaire d'État pour le développement rural. Merci, Monsieur le Président. Je vais parler d'agriculture pour un instant. Au cours des 10 dernières années, eux, ils ont été de l'autre côté, ils n'ont rien fait. En Saskatchewan, nous avons été là, en fait, nous, pour les Saskatchewanais. Et au cours des dernières années, ils ont doublé la valeur des produits agricoles. Et ça, c'est sans l'aide du caucus conservateur. Le gouvernement est là pour la Saskatchewan. Et nous continuerons de l'être. Ils peuvent bien rester de leur côté pendant encore 10 ans parce que nous, on s'en occupe. L'honorable député de Regina Leuven. Le député du nord de la Saskatchewan est vraiment gênant. Il est ce qu'il y a plus gênant qui est sorti de la Saskatchewan depuis que il n'a jamais livré pour le musée de la GRC à Regina. Et bien d'autres exemples. Si le gouvernement fait un si bon travail, pourquoi les Canadiens ont tant de mal, eux? L'honorable secrétaire d'État pour le développement rural. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le premier ministre met en place des partenariats à travers le monde et nous devons composer avec des conflits internationaux, des guerres commerciales. Nous faisons de notre côté tout ce qu'on peut. Et le pays ne peut pas se permettre le plan économique digne d'un vaudou des conservateurs. Ça n'a pas de sens qu'ils proposent depuis 10 ans et je ne pense pas qu'on verra quoi que ce soit qui a du sens sortir de leur caucus au cours des 10 prochaines années. L'honorable député de Terra Nova, les Péninsules. Monsieur le Président, j'ai lu un article hier. On disait qu'il y a des demandeurs d'asile de Saint-Pierre et Miquelon qui arrivent au Canada chez moi. Est-ce que des gens qui viennent de la France, d'un pays du G7, viennent chercher refuge ici au Canada? S'agit-il de vraies demandes ou de gens qui tentent d'exploiter notre système? S'il s'agit de vrais demandeurs, pourquoi demandent-ils l'asile à Terre-Neuve-et-Labrador plutôt qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon où ils sont arrivés? L'honorable ministre. Président, bonne nouvelle. Voici ce que les Canadiens doivent savoir. Premièrement, que notre plan pour une immigration responsable et durable porte ses fruits. La population de résidents non permanentes en diminue. Nous nous concentrons sur l'attraction du talent qualifié et aussi comme les travailleurs de la santé, de la construction, des chercheurs, des ingénieurs. Les chiffres ne montrent pas notre plan fonctionne. Merci, monsieur. L'honorable député de Terra Nova, les Péninsules. Je ne pense pas que Saint-Pierre a été mentionné dans la réponse. Ce n'est pas une bonne réponse pour la prochaine génération. Les minéraux critiques sont essentiels pour le développement du pays, pour notre avenir, et le gouvernement libéral prétend dépenser des millions de dollars pour aller faire de l'exploitation dans des endroits très isolés. S'il s'agit de projets d'édification nationale, pourquoi ne pas investir à Terre-Neuve et Labrador, y compris à Port Simpson, où on a déjà des infrastructures au bord des côtes et où on a tout ce qu'on a besoin pour réussir? L'honorable ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, il parle des minéraux critiques. J'ai des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, nous avons annoncé 13 nouveaux projets d'une valeur de 5 milliards de dollars
des investissements au Canada dans les minéraux critiques et des investissements donc de 7 pays alliés. Peut-être qu'il devrait regarder les nouvelles de temps en temps. L'honorable député de Riding Mountain. Monsieur le Président, le président du Comité de la santé a mis fin à une réunion et empêchant des réunions publiques d'avoir lieu au cours de l'été. Aujourd'hui, il a annulé une réunion complètement. C'est un abus de pouvoir et il s'agit ici de bloquer une enquête sur Prescribe IT. Les conservateurs sont prêts à travailler pendant l'été. Pourquoi le président du Comité de la santé a-t-il annulé la réunion et nous empêche de faire enquête sur Prescribe IT? L'honorable ministre de la Santé, plutôt. Merci, Monsieur le Président. Je vais répéter. Nous n'avons rien bloqué au niveau des travaux du comité. Les conservateurs veulent toujours filibuster. Et je dois vous dire aussi, Monsieur le Président, je profite de l'occasion pour remercier les membres du comité pour leur travail. C'est difficile et je leur souhaite de bonnes vacances. L'honorable député de Kitchener-Sud, Hespeler. Monsieur le Président, les Canadiens savent reconnaître une opération de camouflage et c'est ce que c'était. Ils ont mis fin à une réunion qui portait sur un scandale de 300 millions de dollars. Ils ont annulé la réunion de demain pour continuer cette opération de camouflage. Peuvent-ils nous offrir un début d'explication et nous dire pourquoi ils font ces manigances si ce n'est pas du camouflage? L'honorable ministre de la Santé. Président, écoutez, je ne vois pas comment ça peut être un cover parce que ça fait plus d'un mois que vous posez toujours les mêmes questions sur InfoWay et Prescribe IT. Ça veut dire que le public est au courant. Alors, nous ne bloquons pas l'information. Merci. Et je ne pose pas de questions. L'honorable député de Similkameen, South Okanagan, West Kootenay. Monsieur le Président, nous avons besoin d'entendre le président du Comité de la Santé nous dire pourquoi il a annulé la réunion demain. Des centaines de millions de dollars en santé sont toujours introuvables à cause du scandale de Prescribe IT. Pourquoi? Parce que les députés libéraux nous empêchent de siéger en public. Ils l'ont fait encore hier. Et les Canadiens ne sauront pas ce qui s'y sera dit avant 30 ans. Pourquoi le président du Comité de la Santé a-t-il annulé la réunion de demain, empêchant le Parlement de faire enquête sur Prescribe IT? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, comme la députée le sait, la ministre de la Santé. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, la ministre de la Santé a déjà répondu à maintes reprises à cette question pendant la session. C'est un exemple parfait pour que les Canadiens se fassent leur propre idée. Ceux qui nous regardent à la maison voient qu'ils me crient après. De l'autre côté, ils font de l'obstruction, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire obstacle aux travaux que l'on fait ici. Voilà la tactique des conservateurs. L'honorable député de Mississauga Centre. Monsieur le Président, les jeunes Canadiens ont hâte de travailler et d'entamer leur carrière, que ce soit avec un emploi d'été, avec un stage ou en obtenant un premier emploi. Un premier emploi peut faire une grande différence. La ministre du Travail et des Familles peut-elle dire à la Chambre ce qu'on fait pour mettre en relation les jeunes talents avec les entreprises partout au pays? L'honorable ministre, je remercie le député pour son travail qu'il fait pour les jeunes. De notre côté, nous sommes contents d'avoir des jeunes qui travaillent avec nous et nous avons hâte de travailler avec eux pour veiller à ce que les jeunes puissent réussir. Des centaines de milliers d'emplois d'été seront disponibles partout au pays et tous les députés qu'ils soient conservateurs, libéraux, verts, néo-démocrates,
pourront offrir ces emplois et tous les jeunes pourront en profiter. L'honorable député de Kamloops Thompson Nicolas. Collaboration. Voilà le mot utilisé par le ministre de la Sécurité publique pour décrire comment il allait travailler avec les conservateurs pour les amendements sur C-22. Pourtant, le gouvernement insiste pour utiliser la majorité qu'il a rapiécée pour faire adopter ce projet de loi au Parlement. Les conservateurs veulent mettre les voyous en prison. Nous allons faire adopter la partie 1 rapidement, mais nous avons des questions sur la partie 2 du projet de loi et nous pensons que nous devons avoir des réponses. Pourquoi le gouvernement veut-il faire adopter les deux parties du projet de loi alors que nous sommes prêts à faire adopter la partie 1 rapidement? L'honorable secrétaire d'État pour la lutte contre la criminalité. Monsieur le Président, les Canadiens ont des questions, les victimes ont des questions, les chefs de police ont des questions et se demandent pourquoi il faut autant de temps pour que C-22 passe à travers le processus législatif chaque jour. De plus, ce sont des victimes qui n'ont pas ces protections au Canada. Prenez l'exemple des fusillades à des synagogues. Ces tireurs ont été embauchés par des entités étrangères pour commettre ces crimes. Si on pouvait débusquer ces criminels, il y aurait moins de crimes. Le député d'Oshawa. Monsieur le Président, les conservateurs sont d'accord pour donner aux forces de l'ordre les outils dont elles ont besoin pour faire enquête sur des crimes graves et pour attraper les criminels. Mais de nombreux experts ont tiré la sonnette d'alarme. Le C-22 créera un état de surveillance, davantage de contrôle du gouvernement sans reddition de comptes. Si le projet de loi est aussi bon, pourquoi le gouvernement a-t-il recours à sa majorité pour réduire au silence l'opposition et faire adopter à la hâte ce projet de loi au Parlement plutôt que travailler avec l'opposition et bien faire les choses? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, où sont les conservateurs qui voulaient autrefois protéger les Canadiens? Ils ne sont plus ici en cette Chambre. C'est le gouvernement qui s'est engagé à protéger les Canadiens grâce au projet de loi que nous avons présenté en Chambre. Le C-16, par exemple, qui protège les enfants de prédateurs sexuels. Les conservateurs ont voté contre. C'est vraiment très bas de leur part. L'honorable député de Parkland. Monsieur le Président, les conservateurs ne tireront aucune leçon des libéraux à propos des politiques pour réprimer le crime. Après 10 ans avec les libéraux, les crimes violents ont augmenté de 55 Qu'ont-ils fait? Ils ont remis les criminels dans les rues plutôt que les garder en prison. Nous voulons donner aux forces de l'ordre les outils nécessaires pour attraper les voyous, mais on ne veut pas qu'il y ait une surveillance sur les Canadiens qui respectent les lois. Nous sommes prêts à faire adopter la partie 1 rapidement, mais il faut protéger la vie privée des Canadiens. Plutôt que d'écouter les libéraux, veulent faire adopter le projet de loi à la hâte. L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, le collègue dit qu'il ne tirera pas de leçon des libéraux, mais va-t-il en prendre une de l'Association des chefs de police qui travaille sur l'accès légal depuis 30 ans? C'est l'outil dont il a besoin pour combattre les crimes en ligne, par exemple, et les abus contre les enfants en ligne. Je lui dirais à ce député que depuis 2 jours, nous avons de nouvelles lois, par exemple la réforme des libérations sous caution, et nous mettons en place le meilleur programme comme on n'a jamais vu depuis des générations. L'honorable député de Nunavut, Uluktuk. Le mois de juin, c'est le mois national de l'histoire autochtone, un moment pour célébrer les cultures, les langues, les histoires et les contributions des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Alors que nous poursuivons le travail de réconciliation, la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique peut-elle dire comment le leadership autochtone et les partenariats permettent de mettre en place des occasions de prospérité partout dans le Nord? L'honorable ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique. Kuyanamik.
mon honorable collègue, pour son travail acharné. Il y a tant à célébrer pendant le mois national de l'histoire autochtone. Pour la première fois de l'histoire, deux ministres femmes des Premières Nations font partie du Conseil des ministres et nous sommes de plus en plus nombreux dans le caucus. Ensemble, nous réduisons les barrières, nous les faisons tomber, nous accélérons les processus réglementaires pour aider le Nord. Ensemble, nous travaillons main dans la main pour bâtir un Canada fort. L'honorable député de York Centre. La partie 2 du C-22 forcera les fournisseurs de services à conserver les métadonnées des Canadiens. Les libéraux disent que les données, c'est comme un bottin téléphonique, mais le bottin téléphonique ne conservait pas les données et sur l'endroit et les appels des Canadiens pendant 12 mois. Il y a vraiment des préoccupations concernant l'exploitation de cette loi, mais les libéraux veulent qu'on adopte le projet de loi à la hâte. Les libéraux vont-ils nous aider à faire adopter la partie 1 du C-22, mais mettre un frein sur la partie 2 pour qu'on puisse régler les problèmes qui s'y trouvent? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Quand j'ai choisi le Parti libéral pour plein de bonnes raisons. Autrefois, de leur côté, ils étaient prêts à réprimer la criminalité, mais maintenant, ils sont plutôt complotistes. Ils sont complotistes à fond. Où sont les conservateurs pour la loi et l'ordre? Vont-ils se ranger de notre côté pour qu'on puisse réprimer le crime partout au pays? Encore une question. L'honorable député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, hier, la ministre a déposé le C-37, mais la définition du territoire des Premières Nations est limitée au territoire des réserves en vertu de l'article 91-24. Mais les peuples autochtones ont des droits qui vont bien au-delà des frontières des réserves et qui s'appliquent aux territoires ancestraux. Le ministre peut-elle confirmer que l'article 25 de la Déclaration des peuples autochtones des Nations unies s'applique aux territoires ancestraux des peuples autochtones et pas seulement aux réserves? L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Merci. Je suis contente que ma collègue ait posé la question parce qu'elle est très importante. Nous savons que les Premières Nations doivent faire le travail pour élargir la portée des exigences minimales qui s'appliquent déjà et on a des partenariats à établir. Il faut travailler avec les provinces, les territoires. Pour la première fois, le gouvernement a pu établir ce genre de mesures. Nous allons appuyer les collectivités en partenariat parce que nous voulons honorer le travail que nous accomplissons avec les collectivités. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais attirer l'attention des députés sur la présence en tribune de l'honorable Mike Moise, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques de la province du Manitoba. Ça va avec, hein.